Bonjour à tous et bienvenue sur la Capsule Manga. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une œuvre qui est sortie dans les années 1970 qui est Lone Wolf and Cub. Alors c'est une véritable œuvre culte qui a su marquer son époque mais aussi de nombreux artistes contemporains. Cette série a été adaptée en série télé, en pièce de théâtre, en film qui a dépassé largement les frontières du Japon. Mais 50 ans après, est-ce que cette œuvre est toujours aussi significative et toujours aussi culte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle Capsule Manga. Avant toute chose, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, donc vous pouvez tout à fait la voir avant d'avoir lu le manga. Commençons d'abord par un petit peu de recontextualisation. Lone Wolf and Cub arrive en 70 quand le Jidaimono, le récit d'époque, est en pleine frénésie. Il faut dire que... Non mais, en fait c'est pas la peine, je me répète, j'ai fait toute une vidéo complète sur la recontextualisation et l'évolution du samouraï des années 20 aux années 70, donc je vous invite à voir cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour la recontextualisation de l'œuvre. Mettez pause, ça pourrait être utile de la voir. Mais rapidement, avec le Gekiga, l'image du samouraï devient plus mature, plus adulte, plus violente aussi, et aussi s'éloigne des préceptes du Bushido, avec souvent des samouraïs sans maître. Avant de parler de l'œuvre, il faut d'abord naturellement parler des auteurs qui l'ont créée. Lone Wolf and Cub, c'est un duo d'artistes. Kazuo Koike pour le scénario et Gozeki Kojima pour le dessin. Commençons par le scénariste, Kazuo Koike. Alors cet auteur à l'origine est diplômé d'une fac de droit, il voulait devenir avocat mais suite à plusieurs échecs, il abandonne puisque son rêve c'était de devenir écrivain. Il enverra un scénario à Takao Saito qui l'embauchera pendant 3 ans. Takao Saito c'est pas n'importe qui, c'est un des créateurs du Gekiga et surtout du très réputé Golgo 13. Suite à cela, en 1970, Koike décide de devenir indépendant et de créer son propre studio pour travailler directement avec d'autres artistes. Quelques exemples de collaboration, le premier c'est Gozeki Kojima avec Lone Wolf and Cub, ensuite il y a aussi Kazuo Kamimura avec Lady Snowblood. Il travaillera plusieurs fois avec Ruichi Ikegami, mais sa collaboration la plus connue étant Crayon Freeman. Il travaillera aussi avec l'illustrateur Go Nagai, l'auteur de Devilman, mais aussi avec Hideki Mori, l'auteur de Stratège, avec qui il fera même la suite de Lone Wolf and Cub. Et généralement, ces scénarios sont teintés de violence, de vengeance, d'érotisme, voire de sexe. Pour preuve, sa collaboration sur le manga Mutant, un bon gros nanar érotique. Mais Koike il a des grandes ambitions et en 1977, il ouvrira sa propre école. Et il aura d'illustres élèves, notamment Tetsuro Hara, le co-créateur d'Hokuto no Ken, mais aussi Rumiko Takahashi, très connu pour ses grandes œuvres à succès, les plus connues chez nous étant Ranma et demi, Lamu ou Maison Ikoku. Mais il a aussi enseigné à Keisuke Itagaki, le créateur de Baki, mais aussi le père de l'autrice de Beastar, Paru Itagaki. Le monde est petit en fait. Pour lui, l'important c'est d'avoir des personnages qui ont un caractère, qui sont attachants pour accrocher le lecteur. Et je crois que dans ce sens-là, Rumiko Takahashi a bien compris. Il participera aussi aux adaptations de films de Lone Wolf and Cub, il donnera même des cours à l'université d'Osaka en 2000, bref, il a une vie assez complète. Malheureusement, l'auteur n'est plus de ce monde puisqu'il s'est éteint à l'âge de 82 ans en 2019. Passons maintenant au dessinateur Koseki Kojima. Il a un parcours plus classique et en réalité, dès le lycée, il commençait à dessiner des affiches de cinéma. Il débute réellement sa carrière dans les années 50 avec le Kamishibai et les librairies de prêt, avant de se tourner réellement vers le Gekiga à partir de 1957. Il va se faire rapidement une réputation par l'adaptation de ses romans ou des classiques du kabuki. Il sera même l'assistant de Sanpei Shirato sur Kamuden qui a dû bien l'aider sur Lone Wolf and Cub. Lone Wolf and Cub restera son plus gros succès même s'il a pu participer à de nombreux mangas inédits chez nous. Pour exemple, il travaillera avec Ikki Kajiwara qui est le scénariste d'Ashita no Joe mais aussi une femme de Showa de Kazuo Kamimura. Il sera connu aussi pour ses talents d'illustrateur et il s'éteindra à l'âge de 71 ans en 2000. Et pour info, il est né le 3 novembre 1928, le même jour que Tezuka. Voilà, je voulais juste caler Tezuka dans cette vidéo, c'est tout. Parler de Tezuka, check. Allez, ça y est, il est temps de parler de l'œuvre et de sa particularité. Le premier point qu'on remarque immédiatement, c'est le duo insolite, un samouraï errant avec un enfant. Il arpente par monts et par vaux tout le Japon en poussant un landau avec à l'intérieur son fils seulement âgé de 3 ans. Et sur le landau, une bannière, fils à louer, sabre à louer. Il erre à la recherche de contrats d'assassinat. Par la force des choses, ce père et ce fils sont liés pour un destin funeste, et c'est ce qui fait la particularité de ce titre. Ogami Ito, c'est pas un simple va-nu-pied et il était très fidèle à son seigneur. Mais suite à une manigance, on lui demande de faire seppuku, et Ogami refuse ce destin et décide de partir dans la voie de la vengeance. Ça deviendra un samouraï destitué qui s'engage sur la voie du démon, mais ça, je vous laisserai découvrir dans l'œuvre. Ogami Ito, il est d'apparence miséreuse. C'est un ronin, un samouraï sans maître, en déperdition. Au début du manga, il ne semble être que l'ombre de lui-même. Mais pourtant, c'est un assassin renommé dans tout l'archipel et il demande des sommes exorbitantes pour exécuter ses contrats.
mais il y a une condition. Connaître la vérité, ce qui est quand même un bon ressort scénaristique pour connaître tout le background des personnages, c'est plutôt bien trouvé. Et si l'histoire lui plaît, dans ce cas-là, il accepte la mission. Mais derrière cette demande, et suite à la trahison qu'il a eue, ce qu'il recherche, c'est de l'honnêteté. Et cet élément est très important dans son mode de pensée, puisque malgré son choix de vie, il continue d'appliquer ses préceptes qui sont la voie du Bushido, les valeurs guerrières qui ont régi toute sa vie. Et Ogami Itto, c'est quelqu'un qui reste toujours droit et qui va jusqu'au bout de ses convictions et de ses engagements. Mais malgré cette rigueur, il n'hésitera pas à transgresser la voie du Bushido pour gagner certains combats, afin d'obtenir sa vengeance. Son fils, c'est le second personnage principal qui l'accompagne dans cette vendetta. Daigoro, il est à peine âgé de quelques années, mais il comprend déjà les motivations de son père. Il a été élevé dans la voie du Bushido, il vit dans un quasi-mutisme, mais c'est un enfant très docile, obéissant et qui ne pleure jamais. Mais malgré son jeune âge, il est déjà autonome, il sait manger, s'habiller, se laver, il est même capable de rester plusieurs jours tout seul en attendant son père. Il a un sens de la justice très développé, une volonté de faire et il n'a même pas peur des animaux sauvages. Pour son âge, il est très intelligent et il est capable de sortir de situations compliquées. C'est un véritable guerrier en culotte courte. Et ce qui fait que le loup et son petit forment un duo extrêmement redoutable et dangereux. Et eux, ils reculent devant aucun danger et c'est pas les menaces qui les intimident. Alors Ogami, bien sûr, il souhaite pas la mort de son fils et il est le premier à aller le sauver en cas de danger. Mais à une condition, c'est que ça ne rentre pas en conflit avec son but ultime de vengeance. Quand par exemple, il n'hésitera pas à se servir de son fils comme appât, mais attention, son fils le comprend et l'accepte. Un autre exemple, si Daigoro se fait capturer, Ogami ne répondra pas au chantage et Daigoro devra se débrouiller par lui-même. En fait, entre eux, c'est plus qu'un lien de sang. C'est un lien vital d'amour et de mort qui les unit, nourri par la vengeance. Ils sont soudés par le même but. Et c'est plus fort que le lien filial, les mots ou le sang. Ils vivent en véritable symbiose. Et ce non-dialogue entre eux, c'est un élément clé à leur réussite. Et sans échanger un regard, ils comprennent que leur vie est moins importante que leur mission vengeresse. Et ce sont tous ces points qui font la force de leur duo. Maintenant parlons de l'ambiance du titre. Comme on l'a pu voir dans l'historique sur l'évolution des samouraïs, on est dans une mouvance réaliste à cette époque. Et immédiatement, on peut ressentir un travail exemplaire sur la retranscription du Japon du XVIIe siècle. Les paysages sont magnifiques et on traverse le Japon sous toutes les saisons. Découvrant les montagnes enneigées, passant par les plaines fleuries, en découvrant les forêts de bambou ou les champs de paysans. Que ce soit l'architecture des bâtiments ou les vêtements représentés selon les castes, ou encore les traditions ancestrales où les coutumes et les normes japonaises sont superbement représentées. Mais plus que ça, c'est aussi toute la mentalité féodale de l'époque et les codes des guerriers qui sont au cœur du manga. Et les intentions des auteurs sont très claires, proposer une histoire la plus véridique possible à l'époque Edo. L'époque Edo, c'est une période troublée par les guerres de clans et le contrôle du shogunat. Donc sans être aussi détaillé qu'un Kalmuden, il va aussi aborder des thématiques fortes, comme l'opposition des classes, la famille, le diktat des impôts, tout ça sur fond de révolte paysanne, et la relation maître-esclave est très forte, et tout ça sous une injustice permanente. Et dans cette volonté de réalisme, les auteurs ils ne vont pas idéaliser le Bushido comme si c'était un code inné. Il y a de nombreux hommes qui vont faire des erreurs d'étiquette, et les guerriers restent humains. Et pour survivre, nombreux préféreront fuir et ne pas respecter les valeurs de leur engagement. Et ce point-là est très appréciable puisque ça change des combattants intrépides qui ne faillissent jamais. Mais les auteurs ils n'oublient pas tout ce qui gravite aussi autour des personnages. Et chaque histoire va nous mener à une nouvelle condition de cette époque. Le plus marquant, c'est la condition féminine. Le problème, c'est que la prostitution ou le viol sont souvent des passages obligés dans leur vie. Et même les femmes fortes doivent user de leur charme pour survivre. C'est tout simplement impossible pour elles de devenir samouraï ou tout simplement vivre tranquillement. Mais attention, le manga représente de nombreuses femmes de toutes conditions sociales et de tout caractère. En passant de la paysanne pauvre à la femme de pouvoir dans la haute société, sans oublier bien sûr les femmes guerrières. Mais le manga met en scène des moments très difficiles de leur vie pour ancrer dans le lecteur leur quotidien incertain. Même si l'ambiance reste assez sombre et dramatique de manière générale, les auteurs arrivent à trouver le bon équilibre pour pas que ce soit trop lourd et pesant. Parlons un petit peu des combats, puisque pendant leur épopée vengeresse, ils vont affronter de nombreux adversaires. Dans Lone Wolf and Cub, les combats ne s'étalent pas sur des dizaines de pages. Et lors de la phase finale, la tension monte, les adversaires se fixent, ils cherchent la faille, et là, le coup fatal surgit. Parfois, le manga s'autorise à quelques échanges de katana, mais attention, dès que le coup final est tombé, fin du combat. Les corps sont entaillés, les membres volent, le sang se répand sur le sol. Le coup fatal est effectué par un geste parfaitement maîtrisé et calculé. Et le résultat, il est immédiat et sans appel. Bref, c'est rapide et efficace. En fait, les duels sont plus psychologiques que spectaculaires. Tout se joue avant le combat puisque l'erreur ne pardonne pas. Vous l'avez compris, on est très loin des combats qui s'étalent sur plusieurs chapitres où il y a une surenchère dans les techniques secrètes. Ici, c'est court et concis. Et les adversaires, ils vont être très nombreux et variés, et ça sera l'occasion de voir tout un panel d'armes, passant des armes à chaîne, à lame, à projeter et même des premières armes à feu. Mais parfois, plus que les combats, c'est même des stratégies d'attaque qui seront expliquées par les adversaires.
Et les auteurs feront des références connues comme l'art de la guerre ou encore Kung Min. Un autre point que je voulais aborder, ce sont les croyances et les religions qui font partie intégrante du folklore du titre. Puisque Ogami et son fils vont souvent faire des haltes dans des temples pour aller se reposer. Et notre assassin nous dit qu'il suit les 6 voies bouddhiques qui sont les 6 voies à suivre. Et l'œuvre est ancrée dans la culture bouddhique et en fera de nombreuses références. Et les auteurs n'oublieront pas de parler du christianisme et du bannissement de cette religion dans l'archipel, auquel le film Silence de Martin Scorsese s'attarde plus amplement. Et pour revenir sur les croyances bouddhiques, le manga va développer un concept, le Meifumado, la voie de l'enfer. Et le Meifumado, c'est l'enfer bouddhique où errent les âmes des damnés qui sont représentés par un démon à tête de bœuf et un autre démon à tête de cheval. Et Ogami va se servir de ce symbole comme signe de contact où des personnes vont laisser ce symbole dans des temples et il sait qu'il a une mission à exécuter. Et ça, c'est une symbolique très forte pour représenter leur décision irrévocable de leur vengeance. Et ça, c'est le choix d'Ogami et son fils, puisque vivre dans la voie du Meifumado, c'est faire des sacrifices et accepter que la mort soit omniprésente. Et durant son parcours, de nombreuses personnes vont essayer de le persuader de revenir sur la voie normale. Mais lui, il continue sur sa lancée, il refuse de revenir en arrière. Il a tourné le dos à la voie du Bouddha, la peur de la mort n'existe pas et il ne s'arrêtera qu'à son dernier souffle. Il faut savoir que le mode de pensée d'Ogami est des plus mystérieux, voire des fois contradictoires. C'est avant tout un expert de son art, que ce soit au niveau des règles ou de la pratique. Il a consacré toute sa vie au Bushido, et de cette expérience, il a acquis la patience. De ce fait, sa vengeance se veut réfléchie, placide et froide. C'est un être secret, il ne parle que si nécessaire, et il ne laisse transparaître aucun sentiment sur son visage. Poker face. Et depuis qu'il a choisi le Meifumado, ce choix rentre en contradiction avec ses convictions. Et on va rapidement voir que devant ses adversaires les plus respectueux, il va combattre avec les règles en vigueur, mais devant les autres, il n'hésitera pas à utiliser des pièges ou des façons de les tourner pour réussir à ses fins. Par exemple, il n'hésitera pas à jeter son sabre sur un adversaire ou mettre son fils en danger si la situation le nécessite. Mais le plus surprenant, c'est son landau rempli d'armes qu'il n'hésitera pas à utiliser à bon escient qui déstabiliseront ses adversaires. Et justement, ce tiraillement entre sa quête personnelle et le Bushido qui a toujours régi sa vie est des plus passionnants. Parce que parfois, il va s'imposer une quête de justice pour un parfait inconnu, et à l'inverse, il peut très bien accepter une mission à la finalité assez douteuse. Et cette confrontation idéologique, ça remet en question le bien fondé de sa motivation. Parce qu'au vu du nombre de cadavres qu'il laisse derrière lui, combien devront mourir pour assouvir sa vengeance personnelle? Mais pourquoi il s'entête dans cette vengeance au vu de la puissance guerrière qu'il a en face de lui? Et pourquoi aussi emporter son jeune fils dans cette vendetta? Autant de tiraillements qui vont vous questionner tout au long du manga. Alors la narration elle est composée de chapitres indépendants, mais avec un fil rouge qui évolue à travers le temps et les volumes. Et l'histoire principale au fur et à mesure des récits prend de plus en plus de place pour qu'au dernier quart de l'histoire, c'est une narration continue sur elle. La lecture de Lone Wolf and Cub s'apprécie sur la durée. Chaque chapitre va apporter sa pierre funeste à l'édifice. Et en plus, leurs histoires et les traitements sont très variés. Ça peut autant se focaliser sur une mission que Daigoro qui attend son père, et parfois même les personnages ne sont pas mis en avant pour apparaître tout à la fin. Certains chapitres vont être consacrés à l'histoire de notre duo, mais aussi de leurs ennemis. Et vu la longueur du manga, cette variété narrative est très appréciable pour ne pas tomber dans une redondance. Il faut savoir aussi que les récits vont à l'essentiel, c'est une narration à l'ancienne, et très souvent on est directement mis dans le bain dès le début du chapitre. On peut avoir des chapitres très verbeux, comme parfois des compositions d'images sans dialogue. Et la conclusion des histoires sont souvent abruptes. Souvent, il n'y a pas de morale ou d'explication, c'est à vous d'interpréter les faits, et ça peut déstabiliser quand on n'a pas l'habitude. Malgré tout, dans le dernier tiers de la série, on peut noter quand même une extension de l'histoire, due à des causes climatiques remettant certains duels à plus tard, ou quelques personnages parfois un peu durs à cuire. Mais malgré tout, ça reste captivant jusqu'à la fin pour nous offrir une conclusion magistrale. Donc ne passez pas à côté de Lone Wolf and Cub. A noter qu'il y a aussi une suite en 11 volumes qui a été scénarisée par Koike, mais cette fois dessinée par Hideki Mori, l'auteur de Stratège. Alors si visuellement c'est très ressemblant, il faut savoir que la narration elle est beaucoup plus aérée et prend beaucoup plus le temps de raconter les histoires. C'est beaucoup moins concis que dans la série originale. C'est une suite qui ne m'a pas spécialement convaincu, mais sachez qu'elle est facultative, mais voilà, vous le savez que ça existe, je ne dis pas plus pour vous laisser la surprise. Maintenant j'aimerais parler rapidement du dessin, et personnellement je trouve magnifique. Avec son trait noir brut et épais, je trouve que le dessinateur a fait un travail exemplaire. Que ce soit les effets d'ombre, les nuances de lumière ou les traits de vitesse, je trouve que ça donne un effet réaliste à l'œuvre. Un trait réaliste et vintage à la fois qui colle parfaitement avec l'ambiance ancienne de cette époque. Et honnêtement, certaines scènes sont visuellement magnifiques. Et naturellement, comme toute œuvre, ça devient de plus en plus beau au fur et à mesure des volumes. Comme je disais au début, il y a eu de nombreuses adaptations, et les plus célèbres étant les films. Il y a eu 6 films entre 72 et 74, dont 4 qui sont sortis de l'année 1972. Et les 5 premiers ont été scénarisés par Koike lui-même, et les 4 premiers ont été réalisés par le même réalisateur, Kenji Mizumi. Alors dans les films, il n'y a pas la fin de l'histoire, mais ça reste quand même très sympathique à regarder. Entre 73 et 76, il y a une série télé qui fera 3 fois 26 épisodes et qui accompagnera le manga
jusqu'à sa conclusion. Et en 1980, il y a aussi Shogun Assassin qui est un remontage des deux premiers films pour le marché américain, et c'est à ce moment-là que Lone Wolf and Cub débarque aux US. En 87, il y a même eu un jeu d'arcade et j'ai découvert ça au moment de cette vidéo. Et la série reviendra au cinéma une dernière fois en 1993 avec Koike encore au scénario, avec Lone Wolf and Cub Final Conflict. Et en 2017, il y avait une annonce pour un nouveau film par le scénariste de Seven, comme quoi le personnage inspire toujours aujourd'hui. Il y a aussi une adaptation en comics comme Lone Wolf and Cub 2100 en 11 volumes avec un hors-série qui se passe dans un univers post-apo, et comme j'ai mentionné avant, une suite en 11 volumes. Il ne manque plus qu'à parler des influences qu'ont eu ce manga. Vous l'avez compris, Lone Wolf and Cub c'est une œuvre culte qui a su préserver son aura au fur et à mesure des années, que ce soit par son histoire, son inventivité, sa variété d'action ou son réalisme. Et en fait en 1980, avec son arrivée aux US, ça va influencer de nombreux artistes de l'époque. Notamment Frank Miller, l'auteur de Sin City et de Dark Knight Return avec sa série Ronin, ou Max Allan Collins pour son comics Road to Deportation. Mais plus que ça, lors de la publication américaine, ce sont ces mêmes artistes qui voudront signer les couvertures. Et on va pouvoir découvrir des couvertures réalisées par Frank Miller, par Bill Zekenwich, l'auteur de Elektra, ou encore par Matt Wagner. Désolé si je prononce mal les noms. On va voir des hommages très appuyés comme le plus connu qui est la diffusion de Shogun Assassin dans Kill Bill 2. Mais la référence la plus actuelle, c'est la saga Star Wars avec la série The Mandalorian. Alors il y a de nombreux clins d'œil dans de nombreuses séries, je ne peux pas toutes les citer parce que sinon je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure dessus, mais voici quelques exemples à l'écran. Avant de terminer, j'aimerais parler un petit peu de l'édition. Vous savez sûrement déjà qu'au moment où je tourne cette vidéo, en septembre 2021, la nouvelle édition de Lone Wolf and Cub arrive. Et c'est ce qui m'a motivé à refaire toute une évolution sur le samouraï et parler de cette série dans cette vidéo. Alors il faut savoir que Panini avait publié une première version entre 2003 et 2010. Cette édition reprend les couvertures de l'édition américaine et c'est un petit format avec jaquette amovible. Alors l'adaptation avait gardé de choisir de nombreux japonais et c'est vrai que la première fois que je l'ai lu à l'époque, ça m'a pas mal déstabilisé puisque j'avais pas tous les termes, les codes, etc. Mais quand je l'ai relu il y a quelques temps, en fait aujourd'hui j'ai assimilé tous ces codes et la lecture est assez fluide. Mais attention, si vous n'êtes pas familier avec ces termes, soyez pas étonnés qu'à la première lecture ça peut paraître un peu compliqué. Il y a même quelques dossiers en fin de volume, mais je salue la prise de risque d'avoir sorti 28 volumes de 320 pages puisque ça équivaut quand même à 45 volumes standard. Mais la bonne nouvelle, c'est que la série va être rééditée dans un grand format hardcover avec des couvertures japonaises. Alors je n'ai pas eu la chance de les avoir en main, mais en fait on va passer dans un grand format qui se rapproche des formats Cornelius comme Vie de Mizuki. Donc en tout cas, c'est clairement l'édition à avoir si vous voulez découvrir la série. On arrive à la fin de cette vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc Lone Wolf and Cub, ça restera une référence et un monument du manga. Il a tout simplement marqué le genre, sorti des frontières japonaises et influencé à l'international. Et c'est une série qui est indispensable à lire à mes yeux. Et vous, est-ce que vous allez l'acheter? Donc dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous connaissez la chanson. Nous retrouver sur le Twitter, l'Instagram, le Discord et le podcast Bunko. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule manga.